You're listening to your number one station. I love this station. This is Radio Bonham. Radio Bonham, rien ne nous arrêtera. Radio Bonham, vous faites bien d'y écouter. Radio Bonham, c'est l'information, de la musique, des documentaires et des jeux. Chers téléspectateurs et auditeurs de Radio Bonham, je vous souhaite la bienvenue dans ce programme musical et bien le bonsoir. Je vous remercie particulièrement d'être présent devant vos écrans divers et variés, puisque Radio Bonham a l'avantage de pouvoir être suivi dans n'importe quelle circonstance, dans son lit, devant sa télé, dans sa voiture et quoi d'autre. Une application à télécharger sur Play Store et à suivre sans modération. Nous recevons aujourd'hui un illustre invité qui nous a fait l'honneur à Radio Bonham d'accepter notre invitation. Auteur, compositeur, arrangeur, producteur, musicien, car sa spécialité c'est le piano, il est pour moi quelqu'un d'exceptionnel, car au-delà de sa personnalité, il est d'une gentillesse, d'une avenance, d'une simplicité sans pareille. Son histoire a forgé sa personnalité. Nous allons passer 1 heure en compagnie de M. Boven-Tchonou, Justin, que j'appelle très affectueusement Justo. Bonsoir, M. Boven. Bonsoir, M. Serge Popcorn. Merci vraiment de nous accorder ce privilège de vous avoir ce soir. Alors déjà, il faut me tutoyer, ça va être plus intime. Bon, je tiens à dire que Serge, c'est un collègue de sportif. On a l'habitude de faire du football ensemble. Hein. Donc, mais on reviendra dessus après. Comment vas-tu? La forme, en pleine forme. Franchement, je suis content parce que bon, l'album est sorti. J'ai tellement traîné dessus que maintenant je suis content qu'il soit dehors. Alors, Justin, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui parce que pour tout te dire, quand j'étais plus jeune, j'avais l'occasion de voir des études de disques. Et je voyais ton nom inscrit derrière, pourtant j'étais très jeune. Ça me et puis je pas, me dis, voilà, ça ne te rajeunit pas, c'est pour ça que je voulais te demander, depuis quand tu es dans le milieu du showbiz, depuis quand tu as commencé le showbiz? Vraiment le showbiz, c'est-à-dire depuis quand je joue dans les disques, parce que la musique, bon, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Mais quand je suis passé professionnel, je devais avoir dans les 18-19 ans. C'est là où j'ai commencé à jouer dans les disques. Et le premier disque dans lequel j'ai joué, c'était celui de Joe Moulet. Joe Moulet. Ouais, le feu Joe Moulet. C'est le premier disque dans lequel j'ai joué. Camerounais, parce qu'avant ça, j'ai joué dans des disques zaïrois. De zaïrois, parce que je travaillais pour Madame Lacoste, qui était Safari Ambiance, ça s'appelait, qui était une maison de Safari Ambiance, voilà. Et j'étais un peu son clavier et je faisais plein de trucs pour elle. Donc c'est comme ça que je commence à jouer dans les disques. Parce que moi, dans la plupart des étuis, je voyais toujours au clavier. Ouais, parce qu'on était jusqu'à une certaine période où après, ça a été les Jean-Claude Nembro et tout ça, mais c'était non, Jean-Claude Nembro était avant. Il était avant toi. Ah oui, Jean-Claude Nembro, bien sûr, Jean-Claude Nembro a fait, moi quand j'étais au Cameroun, j'apprenais déjà des trucs, des disques dans lesquels Jean-Claude Nembro avait joué. Jean-Claude Nembro, c'est mon aîné quand même. D'accord.
Tu me vis, mais ne me vis pas trop non plus. Non, Jean-Claude Dembo était là avant moi. Moi, je suis venu après Jean-Claude Dembo. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris lorsque j'ai fait ta connaissance à Paris de tomber sur un jeune homme fringant, vraiment fringant. Et puis, donc, ça me disait, mais c'est pas le Justin que je voyais derrière. Derrière Justin Beauvais, ouais, parce que je voyais derrière les pochettes à l'époque. C'est parce que j'ai commencé tôt. C'est la même chose pour que j'ai eu le même effet quand j'ai vu Toto Guillaume. Le jour où j'ai vu Toto Guillaume à Vincennes, parce qu'il jouait avec nous à Vincennes, il faut le dire. Quand j'ai vu Toto Guillaume à Vincennes, je me suis dit, non, Toto Guillaume, il est jeune. En fait, il est jeune parce qu'il a commencé tôt. Toto Guillaume, il a commencé la musique très tôt. Donc, c'est sûr que on peut croire que je suis un ancien, mais je suis un ancien quand même. Hein. Alors, quand on lit ta biographie, on évoque très rarement ton épisode camerounais. Voilà, c'est-à-dire on commence ta biographie quand tu es arrivé en Europe, et puis c'est plutôt ça qu'on évoque, mais tout ce que tu as fait pour la musique camerounaise à l'époque, au Cameroun, elle est moins évoquée, quoi. Ouais, parce que bon, enfin, il y a des gens quand même qui me posent ces questions, mais c'est vrai que s'il faut commencer dès le départ, c'est long. Donc, je vais souvent à l'essentiel quand je parle du Cameroun, c'est-à-dire que c'est grâce à mon grand frère que je commence la musique. Quand il vient en Europe, je le remplace dans l'orchestre où il jouait, qui était l'orchestre du lycée Leclerc. Donc, je passe par les orchestres scolaires pour devenir professionnel. Mais avant, quand je deviens professionnel, je commence avec des gens qu'on ne connaît même pas. Johnny Black, je me rappelle de Johnny Black, qui était un chanteur qui faisait du rock. Et à l'époque, c'était terrible. Et c'est le premier gars, en fait, quand je me rappelle bien, même avant d'aller au Philanthrope, c'est le premier gars avec qui j'ai joué, Johnny Black. Lui, il venait du Nigeria, il faisait du rock, et on était dans le rock. C'est Johnny Black. Et après Johnny Black, bon, j'ai joué avec d'autres, avant de venir à rock. Mais j'ai joué avec qui? J'ai joué au Philanthrope, avec Moustique Ambassa, Aldo, beaucoup d'autres, Despadou, le feu Despadou, enfin, il y en a pas mal qui sont partis. Donc j'ai fait le Philanthrope. Après le Philanthrope, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait d'autres boîtes. J'ai fait, il y avait une boîte qu'on appelait 5-6, je crois, qui a parti. Enfin bon, j'ai joué un peu partout. Rappelle-moi où était la boîte Philanthrope. Ben, le Philanthrope, c'était en Bocana. En Bocana. Yes. Ça me rappelle quelque chose, mais c'était bon. le temps. On se retrouvait tous là-bas, tous les branchés de la ville, c'était Philanthrope. Et puis l'orchestre jouait vachement bien, quoi. On avait un orchestre, ça assurait sérieusement. On avait des super musiciens, quoi. Et on ne jouait pas de la musique camerounaise, on faisait des trucs du Kool and the Gang, du Fela. La musique camerounaise, en fait, je la découvre vraiment en France. Hein. Ah oui, c'est en France. Parce qu'au Cameroun, nous, on ne jouait pas des trucs camerounais. Moi, celui que j'écoutais et que j'aimais bien, c'était Camille Briand, parce que c'était, voilà, dans les orchestres scolaires, on avait toujours un chanteur qui voulait chanter un truc des Camille Briand. Là, oui. Mais sinon, à part ça, on ne jouait pas la musique camerounaise. Par contre, moi, j'allais à Escalier Bar, qui était une boîte où on jouait depuis petit. Après le Philanthrope, je me retrouvais à Escalier Bar pour écouter les vétérans. Tout ça, j'ai écouté ça quand le disque n'était même pas encore sorti. Alors, Justin, dans ta biographie, on dit que tu es né dans un piano. Ouais. Ça veut dire que vraiment, tu étais trempé, ça a été vraiment une passion. J'ai eu la chance d'avoir un orgue. C'était un orgue qu'on avait. Un harmonium même. Parce que je dis tout le temps orgue. L'harmonium, on pédalait comme ça, pour que le son arrive. Et c'est sur ça que j'ai appris. C'est sur un harmonium en fait. Et après l'orgue, j'ai découvert l'orgue plus tard. L'orgue, c'était déjà électrique. Alors que l'harmonium, c'était vraiment manuel, quoi. Et quand j'ai découvert l'orgue, j'ai été fasciné par tu sais, tu appuies le bouton, le on là pour allumer, et ça éclairait rouge. J'ai dit, waouh, ce rouge là m'a impressionné. Je vois encore le premier clavier que j'ai eu quand j'ai appuyé, électrique, boum, rouge. J'ai dit, waouh. Mais sinon, c'était l'orgue. Et après, l'orgue, enfin, c'était l'harmonium, après l'harmonium, l'orgue, et après l'orgue, je suis passé au piano quand je suis arrivé ici. J'imagine que tu as beaucoup travaillé au-delà du conservatoire et des écoles dans lesquelles tu as été. Tu as dû beaucoup travailler, tu as bossé en plus de... Disons, j'avais un retard. C'est bien que tu en parles parce que j'en ai jamais parlé. Moi, j'ai eu un retard quand je suis arrivé en France au niveau du clavier. Parce qu'ici, les gens commencent le piano très très tôt. C'est vraiment... Ils ont des pianos à la maison. Ils ont tout ça et ils commencent très tôt. Moi, j'avais 17 ans en France.
Et j'avais un niveau vraiment nul. Mais quand je dis nul, c'est-à-dire pour le Cameroun, c'était bon. Hein, mais je ne savais pas, on va me dire un Do 6, je ne savais pas ce que c'était, on me dit un Do 13, alors que, bon, je jouais déjà, donc je jouais parce que je reconnaissais que le Do, il y a 2 touches noires avant le Do, donc en fait, je me repérais sur le clavier, mais je n'avais pas de connaissances. Je suis allé voir un prof quand je suis arrivé ici, je lui ai dit, monsieur, j'ai envie de prendre des cours. Il me dit, mais vous avez quel âge? Je lui ai dit, j'ai 17 ans. Il me dit, monsieur, c'est trop tard. Il ne voulait pas me donner des cours. Je lui ai dit, mais vous savez, je suis un travailleur. Il me dit, non, mais monsieur, je vous dis, c'est trop tard. Je suis allé voir un autre, heureusement qu'il m'a pris. Et j'ai fait 8 heures de piano tous les jours. Mais ça, c'est vrai. Les gens, j'ai habité à l'époque avec une écoute dynastie. Je faisais 8 heures de piano par jour pour récupérer tout le temps perdu, en fait. Et j'ai recommencé le piano à zéro. C'est-à-dire que quand je suis allé voir ce deuxième professeur, il m'a dit, vous jouez un peu? Je lui ai dit, je ne sais rien. Je voudrais apprendre à jouer du piano. Donc, il m'a donné des cours et j'ai réappris le piano à zéro. Sauf que quand il me donnait un exercice, j'allais plus loin que son exercice. Donc, on est allé très vite avec ce prof. Et il a été vraiment surpris après. Il m'a vraiment encouragé, ce monsieur. Donc, c'est comme ça que acharné, je mangeais avec le piano sur moi. C'est vrai. Je mangeais, j'avais le clavier sur moi, j'avais un clavier portatif. Je mangeais, je montais les gammes. Quand j'ai découvert ce qu'on appelait les gammes, ce qu'on appelle les accords, je mangeais, j'avais mon clavier. Les gens me disaient, mais tu n'arrêtes pas. Et je vivais que pour le piano, en fait. Moi, j'ai toujours vécu que pour le piano. C'est pour ça qu'on dit que je suis né dans le piano, parce que moi, j'ai toujours... De toute façon, j'ai rien fait d'autre dans ma vie. Je le dis tout le temps, hein, j'ai rien fait d'autre que jouer au piano. Comment tu découvres le piano? Pourquoi tu as choisi le piano parce que j'ai commencé par l'orgue. Dans l'orgue, c'est déjà le clavier. Et quand j'arrive en France ici, l'orgue, c'est un peu... c'est plus des pianos qu'on retrouve partout. Je vous dis, vous faites 10 maisons ici, dans 8 maisons, il y a un piano, quoi. Donc, c'est plutôt le piano. Et le piano, bon, avec le charisme qu'un piano, moi, je me voyais derrière un piano. Après, j'ai été fan des Ray Charles, vraiment des pianistes, des grands pianistes. Ray Charles, Oscar Peterson, Keith Jarrett. Le piano, j'étais fasciné par le piano. Comment il s'appelait mon pianiste préféré? McCoy Tyner. McCoy Tyner, je dormais avec ses chansons. McCoy Tyner, c'était le pianiste de John Coltrane. Si tu as connu John Coltrane, eh bien lui, le mec, je dormais avec McCoy Tyner. Et là, maintenant, j'écoute Keith Jarrett, quoi. C'est mon pianiste préféré. J'adore. Alors, je voulais te poser une question. C'est-à-dire, quelles sont les différentes sortes de piano que tu joues et quelles sont les nuances? C'est-à-dire, on parle de piano, mais je sais qu'il y a beaucoup de sortes d'instruments qui ressemblent au piano, mais tout à l'heure, tu as parlé d'orgue. Ouais, l'orgue, l'harmonium, en fait. Voilà, tu as parlé c'est au niveau de... Quelle est la nuance? C'est au niveau de la sensibilité. C'est-à-dire que déjà, le piano a des touches beaucoup plus lourdes qu'un orgue. L'orgue, quand tu appuies sur un orgue, le son, il reste. Le son, il reste. Donc, tu peux mettre ton doigt sur un orgue pendant 1 minute, 2 minutes. Alors que le piano, tu tapes, le son, ça joue et ça s'arrête. Donc, c'est à toi de combler le vide. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'organismes qui font pas. Mais le piano, tu fais pas, ça s'arrête et ça te dit continue. Tu vois, c'est ça la différence. Donc, il faut tout le temps être actif sur un piano. Et c'est un peu ça la différence. Et puis bon, le piano, il y a beaucoup de sensibilité. C'est-à-dire qu'un pianiste doit avoir des doigts comme des marteaux, en fait. Parce que c'est avec tes doigts que tu donnes la sensibilité à la touche. C'est pour ça qu'on dit souvent aux pianistes d'apprendre du classique. Parce que dans le classique, quand on te dit forte, quelqu'un qui n'a pas les doigts vraiment puissants, il va faire un forte avec toute la main, il va faire bam. C'est pas le forte. Alors qu'un pianiste averti va te faire un forte avec ses doigts. Parce que les doigts sont... Voilà. C'est un peu ça les différences, quoi. Mais le piano, moi, j'ai été beaucoup plus sensible au piano qu'à l'orgue plus tard. Ouais, vraiment, vraiment. Mais alors, quand vous voyez jouer au piano, 4 doigts font un son? Ou 3? Après, 4 doigts peuvent faire plus de son. 4 doigts ne font pas que 4 notes. 4 doigts peuvent faire 6 notes. Avec le pouce, tu peux appuyer 2 notes. Voilà. D'accord. Donc, après, c'est les combines. Après, c'est le développement personnel. Après. C'est un travail personnel. Tous les pianistes ne jouent pas de la même façon. Alors, et ton expérience à jouer dans différents espaces, par exemple, tu as joué dans les piano-bars, tu as joué dans
dans les cafés, tu as joué, tu as accompagné des orchestres, tu as joué en studio. Qu'est-ce qui t'a donné le plus d'expérience ou c'est ton école? Non, mais c'est le piano bar. Le piano bar, ça te donne beaucoup plus d'expérience que tout le reste parce que dans le piano bar, tu es confronté à plusieurs styles de musique. Voilà. Donc il faut être, voilà, moi quand je fais du piano bar, souvent j'ai des chanteuses avec qui je travaille qui vont me dire, tiens, on va faire un peu de Maria Carey, on va faire un peu du Whitney, ou on va faire un peu, moi je sais pas, du Myriam Makeba. Donc tu voyages à travers, et donc ça te donne, c'est en fait une école le piano bar. Voilà. C'est une école où tu apprends beaucoup d'univers, tu vois. Il y a plusieurs univers que tu apprends dans le piano bar, et ça c'est intéressant. Tu vois. Mais sinon, voilà. Et quand tu as joué dans les milieux scolaires au pays, on faisait ça aussi. On faisait aussi, voilà. C'est pour ça que tout ça, ça fait. En fait, le piano bar, on appelle piano bar beaucoup plus des reprises. C'est quand on fait des reprises. Parce que moi, quand je fais du piano bar, je ne joue pas. Je joue très peu mes chansons. Je fais des standards. Je peux jouer des trucs, des morceaux camerounais. Mais dans l'esprit dans lequel je suis, vraiment, si je suis dans un truc très cool, je vais vous reprendre, je sais pas, Françoise comme je reprends, mais je vais reprendre ça cool, vraiment posé, voilà. Quand on est pianiste et qu'on a cette facilité d'adaptation, voilà, ben ça passe. Justin vient de nous parler un peu d'où il vient, comment il a travaillé pour être le virtuose qu'il est aujourd'hui. Je voulais lui poser les questions aussi sur la musique camerounaise. Quelle est la vision qu'il voit de la musique camerounaise? Parce que dans ce sens, Justin, à une époque, quand on était au Cameroun, enfant, à chaque été, il y avait un nouveau disque, avec Justin Bouvet, bien sûr, au clavier, et il y avait une nouvelle danse qui sortait, il y avait c'est-à-dire, il y avait tout un système où vraiment la musique camerounaise était au sommet de ça. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ce déficit de la... Qu'est-ce qui n'existe plus? Non, alors, moi, je pense que déjà, on n'a plus cette aura. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que la musique ivoirienne, la musique congolaise nous donne un peu le pion. Moi, je pense. C'est-à-dire, vous sortez un peu du lot parce que vous faites vraiment de l'international. Mais la musique camerounaise aujourd'hui, elle n'est que pour les Camerounais. Non, moi, je pense. Ça dépend ça dépend de comment tu vois la musique camerounaise. Mais les Aïrois nous ont toujours donné le pion. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est pas parce qu'il y a Kofi Olomide. Avant Kofi Olomide, il y avait Franco. Avant Franco, il y avait Rochereau. Les gars, ils ont toujours été là. Les mecs, ils ont toujours été présents. Puisque de toute façon, quand par exemple, tu prends le cas de Manu Dibango, quand il va au Zaïre, c'est toujours avec les Kabasélé et tout ça. Indépendance, tcha-tcha et tout ça. Donc c'est déjà à l'époque, depuis l'époque. Je me rappelle quand j'étais tout petit, franchement, j'avais un oncle. Cet oncle-là, il adorait la musique zaïroise. Et il connaissait tous les morceaux zaïrois. Et il était tout le temps en train de nous engueuler en nous disant « Ouais, mais vos musiques camerounaises, là, que vous jouez ça. » Dès que Franco passait, il dit « Venez écouter la musique, les gars. » Non, les Franco, tout ça, ils ont été en avance. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, les Ivoiriens, oui. Les Ivoiriens, voilà. Eux, mais les Aïrois, non. Les Aïrois, ils ont toujours été... Mais la musique camerounaise, attention, ça dépend de qui tu appelles musicien au Cameroun. Parce que si tu prends Richard Bona, c'est la musique camerounaise, mais c'est une autre dimension. On est d'accord? Oui, c'est-à-dire lui, il fait vraiment de... Maintenant, si tu me parles de la musique camerounaise populaire, oui, c'est vrai qu'on a régressé. Si tu me parles de la musique de boîte de nuit, des trucs, c'est sûr qu'on n'est pas aussi médiatisé que les Aïrois ou même les Ivoiriens. Mais sinon, au haut niveau, quand même, on a des gars qui sont là, quoi. On n'est pas nombreux, mais bon, il y a des gars qui sont là, quoi. Alors, même les chansons. Charlotte Dipanda, Caresse Fotso, bon, c'est les Dipenses, voilà, elles se battent à leur niveau, mais tout le monde se bat, quoi. Non, absolument, ils se battent. Et c'est pour ça que je voulais te poser, même dans les textes, c'est-à-dire quand tu vois les compositions, les textes, moi je trouve que
J'ai entendu un musicien un jour, un chanteur, dire que pour lui, le Mako, ça n'existe pas. C'est un débat que j'aurai un jour en présentant dans cette émission Comment le ça, le Makossa. Makossa n'existe pas? Alors, parce qu'il dit que le Makossa est totalement hybride. C'est-à-dire que le Makossa n'a pas une identité, tel le coupé décalé. C'est quoi l'identité? Alors que Doggy m'a dit un jour que si vous écoutez les sonorités du coupé décalé, il s'inspire typiquement du Makossa. Le Makossa, le Makossa, le Makossa vient du high life. C'est au Ghana que vient le Makossa. Quand tu écoutes les premiers Eboalotin, c'était du high life qu'il faisait en mettant des paroles, en chantant Douala. Sauf que comme c'était un bon compositeur, ça passait très bien. Donc, la base du Makossa pour moi vient du high life. Hein? Et après, on a eu toutes ces variantes du high life, donc le Makossa pour moi. Donc, et Camille Briand, si tu écoutes même les premiers morceaux de Camille Briand, c'était un peu des trucs high life. Il y a une chanson là, je ne sais plus comment. Je l'ai écouté l'autre fois, c'est un morceau de Camille Briand. J'ai trouvé du high life dedans. Quand tu écoutes Eboalotin, c'était du high life. Tous ces chanteurs viennent, ils ont commencé avec le high life. Donc pour moi, le Makossa, dire que ça n'existe pas, oui. Non, le Makossa existe, c'est une variante du high life. Mais maintenant, est-ce que le Makossa a une identité, comment je vais dire, est-ce qu'on peut dire que le Makossa c'est une musique folklorique? Moi, c'est ça que je ne sais pas. Voilà. Donc on peut dire que le Mangambus est folklorique, on peut dire que le Bikouti est folklorique, on peut dire que les Sewe est folklorique, mais est-ce que le Makossa c'est une musique? Oui et non. C'est comme on dirait, est-ce que le coupé décalé c'est une musique de la Côte d'Ivoire? Est-ce que le soukous c'est... Non, moi je pense que c'est un truc qui... Voilà, l'Afrique s'est réunie sur un rythme. Voilà, on dit qu'ils sont tous des gens un peu bantous, je ne sais pas quoi. Souvent, comment les historiens analysent ça. Mais moi je pense qu'il y a ces musiques-là sont à peu près les mêmes. Hein. C'est-à-dire le high life, le Makossa, le dombolo, le coupé décalé. Et même, je vais même plus loin, je mettrais même le zouk dedans, quoi. C'est une variante du high life. Moi, je dis tout part du high life. Parce que les Ghanéens étaient vachement en avance. Hein. Au Ghana, on avait déjà des orchestres symphoniques. Les Ghanéens faisaient des musiques. Il y avait déjà un orchestre national. Les gars, ils lisaient. Non, ils étaient prêts. Hein, quand nous, on n'avait même pas encore de télévision. Hein, ils étaient déjà prêts. Hein. Ah ouais, puisque je parle du feu Vincent Guigny. La première aventure qu'il fait quand il quitte le Cameroun, c'est vers le Ghana. Hein, avec Valérie Lobet, tous ceux qui sont allés apprendre la musique au Ghana. Vincent me dit toujours que son plus grand professeur, il m'a toujours dit, parce qu'il n'est plus là, que son plus grand professeur de musique a été un Ghanéen. Ouais. Donc le Ghana était très en avance. Et puis, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'écoutais le high life. J'écoutais beaucoup le high life. Alors, que penses-tu quand on dit que la musique camerounaise est riche? Ça dépend. Oui. Il faut voir la dimension que tu donnes à la musique. C'est vrai. Quand tu écoutes Relema, moi j'ai écouté Relema il n'y a pas longtemps, il jouait à Vincennes. Je suis allé l'écouter, il y avait des sections de cuivre mortelles. Il y avait Michel Alibo à la basse. C'était une tuerie le concert. C'était vraiment une tuerie, quoi, avec Banou Kanta et puis le fils de Big Bassi à la batterie. Big Bassi, son fils à la batterie, mais c'était une tuerie le concert. Donc, ça dépend à quel niveau tu places la musique. Si tu places la musique camerounaise, moi, d'accord avec toi. Au niveau populaire, c'est une chose. Mais si tu places la musique camerounaise au niveau musical, c'est autre chose. Donc, non, il y a des musiques zaïroises qui ont des cuivres. Et ils étaient même à l'avance. Parce que quand tu écoutes les Indépendances, il y avait, je pense que à cette époque-là, il y avait déjà des cuivres dans beaucoup de morceaux zaïrois. Hein. Ah oui. Non, c'est bon. La musique camerounaise, est-ce qu'il y a même des cuivres dans la musique camerounaise? Dans le Makossa, oui, les gens ont mis des cuivres. Touré faisait beaucoup des arrangements avec les cuivres, mais ça, c'était un choix. Parce qu'on peut faire la musique camerounaise sans les cuivres aussi. Il y a tes cordes, il y a aussi la corde de producteur. Que penses-tu de la production au Cameroun, finalement? À qui donnez-vous les chances? Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs, mais bon, la production au Cameroun, aujourd'hui, chacun est son propre producteur. Hein, parce que, bon, déjà, la musique, le monde musical a changé.
les gens ne gagnent plus d'argent comme ils gagnaient avant, il y en a même pratiquement plus, les disques ne se vendent pas. Donc, qui va accepter vous produire? Bon, aujourd'hui, tu peux produire parce que tu aimes bien ce que fait quelqu'un. Tu aimes bien ce que, voilà, tu peux donner un coup de pouce. Bon, moi, j'ai l'habitude de faire, quoi. Je te raconte un petit truc. L'autre fois, je fais mon sport dans un bois là, qu'on appelle Parc Mongeon, je sais pas. Je fais mon sport et je vois un gamin qui a sa guitare. Il se met à jouer devant une fille. Il joue. Et moi, je cours, je m'arrête. J'écoute la chanson. Le truc, la chanson était magnifique. C'est un mec du Pérou, il est péruvien, je crois. La chanson était magnifique. Je l'ai pris, j'ai l'amené chez moi. Et on est en train de faire le truc, quoi. Parce que j'ai aimé sa chanson. Take Tanya, et il regardait la fille. Et l'image était tellement belle que je me suis arrêté. J'ai dit, mais c'est ta composition? Il me dit oui. J'ai dit, bon, moi je fais un peu de musique. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Il est venu chez moi. Le titre, il est fini, quoi. Et on a appelé des professionnels pour jouer. Tu vois? Donc, c'est ça, c'est le feeling. Mais dire qu'aujourd'hui, quelqu'un va mettre de l'argent sur un produit comme avant, c'est compliqué parce qu'il faudrait qu'il sache comment il va rentrer dans ses frais, quoi. Il va peut-être le faire une fois, mais il ne fera peut-être pas 10 fois, quoi. Alors qu'avant, bon, on produisait parce qu'on savait qu'on vendait les disques, on savait qu'on faisait des trucs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun son propre producteur. Alors les droits d'auteur, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore autre chose. Les droits d'auteur au Cameroun, c'est encore un autre débat. Bon. Je l'ai dit l'autre fois dans une interview, le problème c'est qu'on doit vous donner des droits quand vous avez fait des tubes ou quand votre chanson passe. Voilà. On a des gens comme Briand, comme Ébolotin, enfin Ébolotin il n'est plus là. Je sais plus, Pierre Diacoundé, Tala André Marie, on peut prendre, qui ont vraiment un patrimoine musical, qui ont fait beaucoup de chansons. Que cela revendique des droits, je trouve ça tout à fait normal. Mais moi, je suis souvent contre ceux pas qui n'ont rien fait, mais qui ont fait par exemple une chanson et qui viennent revendiquer les mêmes droits que ces gens-là. Ça, je trouve ça injuste. Et c'est souvent eux qui gueulent le plus, ceux qui n'ont pas fait grand-chose. Parce que chaque fois qu'ils parlent, ils vont vous dire « Ouais, on a volé l'argent. On a volé l'argent. » Tout le temps. Mais quand est-ce qu'ils vont parler de musique? C'est toujours « Oui, on a volé l'argent à la société. Là, on a volé comme ça. » Mais moi, je me dis, à un moment, même quand on leur donne cet argent-là, ils font quoi de ça? Moi, si je dirigeais une société comme ça au Cameroun, qu'est-ce que je ferais avec cet argent? Je ne donnerais pas. Je donnerais ce qu'il faut donner. Je ferai des super salles de répétition à Yaoundé, à Douala. Je fais 10 salles de répétition à Yaoundé, 10 salles de répétition à Douala avec un matériel terrible. Je donne la possibilité à ces jeunes de venir de donner 1000 francs pour 1 heure. Donc, tu donnes la possibilité au groupe de se former, de jouer ensemble avec un genre de site, avec un bar à l'intérieur qui régénère des droits. Justin dans sa passion, hein, il est dans sa passion. Non, mais qui régénère des droits. J'utiliserai cet argent pour en faire quelque chose. Le problème, c'est que les sociétés changent, les gens changent et ça n'évolue pas. On est toujours on a volé. Après, à un moment, moi, ça ne m'intéresse pas, on a volé. Moi, je passe à autre chose. Donc, ces trucs de société-là, des machins, franchement, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours on a volé. Quand ils vont arrêter, on a volé. Quand ils vont vouloir parler des trucs plus musique, on pourra le faire, je veux dire. Je dis toujours que l'assassin ne donne pas l'argent à des gens gratuitement. Moi, je suis à l'assassin, on ne m'a jamais appelé à l'assassin pour me dire viens prendre l'argent. Hein. Il y a des répartitions, viens prendre l'argent. On me donne par rapport au passage de mes œuvres. C'est tout. Si je n'ai pas eu de passage, on ne me donne rien. Moi, j'ai déjà eu des moments où je n'ai rien reçu de l'assassin. Je ne suis pas allé me plaindre parce que c'est organisé, c'est carré. Chez nous, le mec, dès qu'il entend qu'il y a répartition, on a, voilà, la société a pris je ne sais pas combien de milliards, il est déjà là le premier, où est ma part? On ne peut pas avancer comme ça. Moi, je pense que déjà, les artistes doivent déjà se défendre pour avoir une salle, ne serait-ce qu'avec les 10 milliards, les 100 milliards qu'on donne là. Demander de faire une salle avec ça. Au moins, on aura une salle et on ne donne rien à personne. Mais au moins, la salle sera là. Mais on donne, on ne voit pas. Les gens réclament toujours, ils font que réclamer, mais on n'en finira pas. On n'en finira pas de cette société-là. Donc, moi, je ne sais pas, quand le jour où ils me demanderont mon idée sur ça, je vais leur dire. Sinon, pour l'instant, franchement, on a volé, là, ça m'intéresse. Alors, juste, nous allons parler à présent de ton album. Justin Bovenchonou, L'âme de l'Afrique. 10 morceaux, 10 pépites.
où tu nous entraînes avec ton piano vers un monde miraculeux, l'Afrique, avec des pays, avec des odeurs, avec des senteurs, avec tout ce qu'on connaît de nos territoires. L'âme de l'Afrique, bon, je l'ai dit aussi, l'âme de l'Afrique, c'est un morceau qui est venu dans une ambiance particulière. Je suis allé dîner chez un ami, le guitariste Djelou, et Djelouara. Et j'ai trouvé que la soirée avait une ambiance particulière, une ambiance qu'on a l'habitude de trouver en Afrique. Tu arrives, tu es bien reçu, après on revoit les commentaires, comme ce qu'on faisait à Vincennes, on se déchire et après on danse ensemble. Voilà. Mais cette ambiance-là, je la retrouve dans les pays du Maghreb, un peu partout. Je me suis dit, mais s'il y a cette ambiance, il fallait associer un rythme universel à l'Afrique. Et bien, j'ai pris le rythme qu'on appelle aujourd'hui l'afrobeat. J'ai essayé de mettre un rythme. Je me suis dit, je vais mettre un rythme. Et je suis allé plus loin que simplement un simple rythme pour toute l'Afrique. Je me suis dit, si l'Afrique est un pays, comment tu constituerais
cette Afrique. Pour moi, mon président serait par exemple Nelson Mandela. Mon capitaine au football serait par exemple Roger Mila. Donc j'ai associé à tout ça des personnages et des instruments. Et donc, en fait, pour moi, à ce moment-là, l'Afrique devient un pays et plus un continent. Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça. Et l'âme de l'Afrique, c'est quoi? C'est tous ces acteurs africains, je veux dire. Et puis, les instruments, les musiques. Voilà, c'est tout ça pour moi qui fait l'Afrique, quoi. Pour moi, c'est ça l'âme de l'Afrique. L'âme de l'Afrique sans ses instruments, non. L'âme de l'Afrique sans Mandela, non. L'âme de l'Afrique sans Roger Mila, non. L'âme de l'Afrique sans, je ne sais pas, Myriam Makeba, non. Je veux dire, voilà, quoi. C'est vraiment des acteurs. Fais-la à moi. Voilà. Donc, moi, je travaille, je ne fais pas la musique. Je n'ai jamais fait la musique pour être vedette. Moi, je n'ai pas envie d'être vedette, ça ne m'intéresse pas tout ça. Moi, c'est pour ça que je fais une musique qui me ressemble. Moi, je fais la musique que je sens. Ça va, ça avance. Ça ne vend pas, je n'ai rien à brander. Voilà, je ne demande rien à personne. Moi, je fais ma musique. Je fais mon art et je me plais dessus. Et je le fais simplement. Tant que le jour où je vais me faire chier, je ne le ferai plus. Mais c'est très dur. Mais moi, je fais ma musique simplement. Moi, les star systems et tout ça, moi, je n'en ai rien à foutre de tout ça. Alors, donc, quand on parcourt les différentes pépites, hein, moi franchement, c'est jazzy, c'est funky, c'est high life, c'est bon, ça dit vraiment, tu es même passé au Mangambeu, tu as fait des claquettes. Cet album-là, l'âme de l'Afrique, c'est vraiment l'âme de l'Afrique. C'est vraiment l'âme de l'Afrique. Parce que dans cet album, on retrouve des morceaux tristes. Parce que l'Afrique, on a des passages heureux, surtout nous qui sommes ici. On nous appelle, tu as perdu tel, et on n'est pas capable d'être actif parce qu'on est là. Donc, on a nous qui vivons surtout ici en Europe, on est souvent orphelins de ces passages quoi, qui sont tristes. Donc, il y a cette tristesse, parce que moi j'ai perdu 3 frères, j'ai fait une chanson qui s'appelle My Brother, voilà. Donc, on retrouve aussi le côté festif qu'il y a en Afrique. C'est pour ça que j'ai fait bonne année. Donc, tout le monde dit bonne année, et ça c'est notre côté festif qu'on a en Afrique. Bon, on va retrouver le côté, je sais pas moi, tu prends n'importe quel type. En fait, il y a une histoire dans chaque chanson. Voilà, dans chaque chanson, il y a une histoire. Mais une histoire africaine. Une histoire africaine. Que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la fête, que ce soit dans, je ne sais pas quoi, même dans notre alcool, il y a des morceaux dans notre alcool. Donc, Donc voilà. Franchement, voilà quoi. Justin Bouven-Tchonou, l'âme de l'Afrique, à trouver dans toutes les bonnes crèmeries, dans tous les grands magasins, en téléchargement sur tous les bons sites.
Hein, vraiment un bijou à écouter. On Merci. peut danser, on peut écouter, Voilà. on peut rêver. Franchement, c'est... Donc, on connaît... Bon, Justin, il arrange, c'est-à-dire Ouais. il a accompagné beaucoup de personnes. Je sais que tu es aussi arrangeur, Ouais. tu es producteur, tu as donné de la chance, des chances à beaucoup de personnes. Je t'ai entendu parler de toutes ces personnes dans d'autres émissions. C'est vraiment... Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, c'est vraiment... Ah, moi, j'essaie de C'est faire un ce que je peux, plaisir de mais je le fais t'avoir. vraiment naturellement. Voilà, comme En tu fait, moi, je fais mon métier. Point barre. Voilà. Je fais Comme mon tu métier. dis, je suis gentil, je m'énerve jamais. Non, Même si je veux m'énerver, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Une fois, j'ai un copain là qui s'appelle Moussambo. Je joue au tennis avec lui, il m'a tapé. J'ai failli rentrer, mais après, je me dis. Non, mais là, on est dans le délire. Parce qu'on a notre copain Moussambo qui est là-bas de l'autre côté. C'est pour ça qu'on Voilà. on lui fait un coucou comme on ça. fait un coucou à elle. Voilà, voilà. C'est lui Moussambo, qui me c'est ressort aimé, aujourd'hui c'est notre prof de gym, de sport, de tout. Mais simplement, voilà. Mais simplement, maintenant, je le fuis parce qu'il est un peu trop cher pour moi maintenant. Voilà. Alors, ça, Justin, c'est aussi une autre de tes passions, le sport. Si on en parlait un peu. J'adore. Le sport, c'est ma première passion. C'est vraiment, même avant la musique. Hein. En fait, je laisse le sport pour la musique. C'est incroyable. Eh bien, quand je vais te raconter ça, Serge, tu vas me dire... Eh bien, moi, j'ai commencé avec le volleyball. Mini-volley. Et j'avais qui comme partenaire? Ngapet-Eric. J'ai commencé avec le Ngapet-Eric. Oui, le père, hein, pas le fils. Oui, pas le fils. J'ai commencé avec le père Ngapet-Eric. J'étais au mini-volley et j'étais bon. Parce qu'on m'appelait Tos Karamba. Voilà mon nom. Et tous mes copains encore m'appellent Tos Karamba. Parce que quand je faisais des manchettes, ça faisait Tos. Et on m'appelait Tos Karamba. Et j'étais très très bon, mais vraiment. Hein. Donc j'étais international mini-volleyeur. Après, quand je suis venu ici, j'ai joué au Havre, dans une équipe au HAC du Havre. Et on a fait le championnat de France. Hein. Mais à notre niveau, quoi. On s'est vite fait éliminer, mais quand même, voilà. Non, j'étais vraiment... Et donc, quand je commence le volleyball, je joue, et chaque fois, il fallait aller au contre. Mais les mecs frappaient souvent tellement fort la balle que les doigts commençaient à... Tu vois, je commençais à avoir un problème. Et c'est comme ça que j'arrête, parce que j'avais peur pour mes doigts, en fait. Je me suis dit, non, il faut choisir. Et l'entraîneur était là tout le temps en train de me dire, Monsieur Chikadao, je me rappelle, il disait tout le temps, ouais, mais vraiment, il faut aller au bloc, mais va au bloc, Et moi, j'étais là, je me dis, mes doigts, tu vois. Et c'est comme ça que j'arrête vraiment le volleyball pour faire de la musique, quoi. Mais j'ai commencé vraiment avec... même dans la famille, je crois que j'étais le premier à faire du volley. Avant mes grands frères qui, après, ils en ont fait des carrières terribles. Voilà. Et tu fus mon latéral fétiche, là, Vincennes. À Vincennes, j'ai pas arrêté de dribbler quand même, ça, il faut le dire. Hein? J'ai dribblé tous les gars de Vincennes. Non, à Vincennes, on s'est vraiment bien amusé, on s'est bien éclaté. Et puis moi, Vincennes, c'était pour ne pas perdre, voilà, j'aime bien le cardio, donc je courais dans tous les sens et je donnais de mon mieux, quoi. Voilà, avec une troisième mi-temps où on perdait. Alors, la troisième mi-temps, là, c'était autre chose. La troisième mi-temps, c'était justement l'ambiance africaine que je dis, ben, la troisième mi-temps. Soit tu as gagné le match, donc tu es bien, soit tu as perdu le match, là, il ne faut même pas qu'on vienne te taquiner, parce que là, tout le monde est nerveux. Mais on finissait toujours avec un verre à la main, en train de trinquer. Et bien, c'est ça l'ambiance africaine que j'ai remis sur l'âme de l'Afrique. C'est cette ambiance-là, c'est là où part. C'est bien que tu reviennes sur ça. C'est cette ambiance-là qu'on retrouve. Et ça, on retrouve ça partout en Afrique. Hein. Vous arrivez, vous êtes reçus, après, on a bu un peu, boum, ça démarre, on refait le monde. Ouais, tel a fait comme ça, ouais, l'autre n'a pas marqué le but, je préfère tel joueur. Et après, papa, dis donc, mets-nous le dernier, tel là, on va danser un peu. Et cette ambiance-là, c'est magique, quoi. On n'a que ça en Afrique, hein. C'est magique. Alors, c'est ça à dire, j'ai fait la connaissance de Justin il y a quelques années et c'est toujours comme ça qu'il a été, vraiment. C'est un plaisir de t'avoir, c'est mon Justo. Hein. Moi, je suis naturel. Juste, il est naturel, il n'y a pas de problème. Merci vraiment, Justin, de nous merci à Radio Bonham de m'avoir invité. Voilà. Et je on remercie aussi Aimé Moussango. Qui nous a donné son espace. Avec Récréa Sport, nous sommes dans leurs locaux ici. Nous sommes sponsorisés par Récréa Sport. Sponsorisés par Récréa Sport, merci beaucoup. Voilà. Aimé, et puis... Et je passe un coucou aussi à un autre joueur que j'ai dribblé, le Belge. Je te passe mon coucou. J'étais tellement dribblé que toi et moi, maintenant, quand tu m'envoies un message, tu me dis mon ex-copain. Donc je suis devenu ton ex-copain. Alors qu'on est copains depuis.
Mais c'est pas grave, le Belge. On va se retrouver. Donc Ciao. voilà, procurez-vous L'âme de l'Afrique de Justin Bovencholu, un bijou à écouter. À très bientôt, à mardi prochain. Merci. Merci Radio Bonham. Merci. You're listening to your number one station. I love this station. This is Radio Bonham. Radio Bonham, rien ne nous arrêtera. Radio Bonham, vous faites bien de l'écouter. Radio Bonham, c'est l'information, de la musique, des documentaires et des jeux.